Voici pour l'instant donc débat. On aura trois sujets à évoquer avec les débatteurs, mais d'abord je vous les présente, même si vous les connaissez tous. Franck, William, Eric, Bonjour Tanguy. Ulrich. J'espère qu'on a profité des congés, hein, parce que ça fait un congé quand même, 5 jours de repos ou 4 heures, je ne sais plus trop. 3 seulement. 3 seulement. Vous n'êtes pas venu par ici vendredi, ni Ah, samedi, bon, quatre. ni dimanche, Quatre. ni lundi. Non, mais Bon, vendredi, quatre. on était au boulot. On était On au n'était pas boulot. en plateau. Non, moi je ne vous ai pas vu ici. Les téléspectateurs ne vous ont pas vu ici. Mais nous nous ont Donc vu. ça fait quand même un bon congé. J'espère que vous les aviez bien passés. On aura évoqué ces actes d'insécurité qui se multiplient au nord de Bana. On aura passé aussi deux minutes sur cette situation liée au statut actuel du stade de l'amitié à Cotonou. Et puis on dira deux mots de l'investiture du président Diomaye Faye. Qu'on va commencer. Est-ce que vous aviez remarqué que de plus en plus maintenant, il y a des attaques qui ciblent curieusement les écoles et les commissariats? William, qu'est-ce que vous en faites comme analyse? C'est un regain que l'on doit observer parce que saluons l'accalmie que nous avons eue en matière d'insécurité de haute facture. Je n'ai pas forcément les mots les plus appropriés, mais cette insécurité terrifiante, terroriste, si vous voulez que je dise les choses comme ça. Il y a eu une accalmie après, dans la foulée, juste après la fête de l'indépendance, quelques jours avant, et jusque dans la période des fêtes de fin d'année, et même à cette époque-ci de l'année 2024, mes petites recherches m'envoient voir un Bénin moins emprunt, moins enclin aussi à cette vulnérabilité qu'on a connue à une certaine époque où chaque 2 jours, chaque 3 jours, un journal devrait nous informer ou des correspondants en région des médias dans le septentrion devraient nous informer, notamment dans la zone critique. Et à l'époque, il y a eu aussi beaucoup de missions. On a dû essayer de vraiment comprendre. Et quand on fêtait le 1er août l'an dernier, nous étions crispés sur notre capacité à résister en termes de logistique, en termes d'armes, à cette insécurité qui était devenue vraiment notre quotidien à un moment donné. Souvenez-vous du discours du chef d'État sur l'état de la nation, son message sur l'état de la nation il y a 2 ans. Donc, je me dis que on a eu une relative accalmie qui nous a fait croire peut-être que cette affaire du terrorisme ou de l'insécurité d'une certaine échelle, juste, on l'avait sous contrôle, mais je pense que c'est un regain désormais. Je ne dis pas que l'attaque de Tangueta avec un instituteur et avec un enseignant ou la seconde qui a suivi le lendemain, je ne dis pas que c'est du terrorisme. On n'a pas encore, les spécialistes n'ont pas encore identifié. Qu'on fasse une focalisation sur les deux institutions auxquelles ces hommes s'en prennent, les écoles avec les vols de vivres, les commissariats aussi. Le risque, quelle interprétation? L'interprétation à faire, c'est que nous sommes dans un système où nous devons beaucoup plus faire attention aujourd'hui. Et j'aime bien ce terme qu'utilise l'actuel ministre de l'Intérieur, qui parle de la coproduction de la sécurité. Parce que quand nous attendons toujours tout de la police républicaine, quand nous attendons toujours tout des autorités, ce n'est pas ça le problème. On ne peut pas dépêcher un policier ou un militaire derrière chaque citoyen. Et ce qui veut dire que chaque citoyen, où qu'il soit, dans le hameau où il se trouve, doit être un vecteur de sécurité, doit être l'agent de sécurité de son voisin. Ce qui de plus en plus manque, il faut l'avouer, il faut le reconnaître, parce que parfois nous nous figeons dans une sorte d'individualisme. On ne veut pas savoir ce qui se passe chez le voisin, on ne veut vraiment pas remarquer ce qui n'est pas de nature à créer un climat de peur, de sécurité autour de nous. Et tout cela concourt justement à l'expansion de l'insécurité autour de nous. Seulement qu'il y a certaines régions qui aujourd'hui deviennent beaucoup plus championnes, ou du moins enregistrent beaucoup plus ces cas, beaucoup plus la zone septentrionale. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de Tangueta où cet enseignant a été froidement abattu, et notamment bien sûr. Est-ce que c'est un crime?
qu'on peut annexer à tout ce que nous avons déjà connu à travers les attaques des commissariats, les attaques des écoles. Est-ce que c'est un crime terroriste? On ne le sait pas encore parce que pour l'instant les enquêtes se poursuivent. On peut aussi l'associer à des règlements de compte. N'occultons pas cette piste-là. C'est vrai que nous avons déjà eu des cas similaires. Nous avons vu un chef d'arrondissement qui a été disparu à Niki. Donc, ce sont des cas qui sont devenus récurrents. Comment se fait-il que des citoyens, chez eux, à des heures indues de la nuit, reçoivent des visites inopinées, des visites meurtrières, des visites qui en découdent avec leur vie? Ça pose un véritable problème. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par la coproduction de la sécurité. Nous allons toujours indexer la police peut-être qui ne fait pas bien son travail, c'est ce que nous dirons peut-être, nous allons dire que les autorités n'assurent pas toujours notre sécurité puisque l'État est le garant de la sécurité de chaque citoyen, mais nous devons comprendre que chacun de nous est le garant de la sécurité de l'autre. D'autant plus que quand nous observons des mouvements qui paraissent suspects dans nos environnements, nous devons pouvoir attirer l'attention là-dessus pour pouvoir protéger et notre vie et la vie des autres. Que l'on soit en face d'un acte terroriste ou que l'on soit en face d'un crime ponctuel ou que l'on soit face d'un accident qui peut arriver, il y a que c'est quand même des actes d'insécurité, Franck. Et là, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter sérieusement. Moi, je pense que ces actes d'insécurité, quel que soit leur degré, c'est que ça met à mal, disons, la quiétude des populations. Niki, Tanguieta, Angara, Debo et tout, c'est la preuve que nous ne sommes pas loin de ceux-là qui font de la violence, disons, leur pitance, ceux qui font de la violence, ce qui nourrit un peu leur quotidien. Et quand ça se produit comme ça, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions sur, disons, notre système de renseignement. Je pense qu'au niveau de la police, des forces de l'ordre, des forces de sécurité et de défense, comme on les appelle aujourd'hui, en raison de la propension que prend aujourd'hui l'insécurité, on ne veut plus détacher un corps d'un autre, on veut travailler en synergie. On doit pouvoir développer le renseignement et donner plus de, disons, donner plus de confiance à ceux qui nous renseignent. Parce que ça se passe, des gens qui viennent attaquer, ils font leur provision, tout ce qu'ils utilisent comme matériel, c'est que c'est en interne même parfois que tout cela est caché. Les vendeurs d'essence, des jeunes, disons, qui n'ont rien à faire dans les quartiers, on les enrôle rapidement et c'est même dans leur domicile parfois que les gens utilisent et ils cachent leur matériel et ils viennent pour intervenir. Parce que traverser la frontière avec, c'est pas chose facile pour eux. Et donc, il faut en sorte que, par exemple, vous voyez des bidons d'essence qui sont déchargés dans un entrepôt à des jeunes qui font le commerce normalement, alors que quand ils viennent, c'est peut-être pour faire des échanges avec eux pour avoir le matériel. Donc, c'est dit que nous côtoyons tous les jours ces gens-là, ces personnes-là qui sèment la violence, qui sèment la terreur. Mais à côté de tout cela, c'est que dans la sous-région, dans les pays qui sont limitrophes au Bénin, le phénomène n'a jamais cessé. C'est cela qui doit nous amener à être toujours aux aguets, à être toujours prêts pour riposter. Lorsque des gens viennent juste dans des écoles, incendier des écoles, voler des vivres et tout ça là, vous voyez, dans les environs des écoles, il y a des gens qui y vivent. Comment est-ce que ça se passe pour que tous ceux-là, ils puissent véritablement traverser des contrées, traverser des localités, traverser des hameaux, sans que l'information ne soit remontée aux forces de l'ordre? Quel est le système que nous mettons en place pour vite alerter, pour qu'on alerte les forces de l'ordre? Donc, moi, je me dis qu'à ce niveau, il y a des détails que nous n'avons pas encore réglés. Il y a des détails que nous devons régler pour permettre aux populations d'être en connexion avec les forces de l'ordre. Tant qu'on ne fera pas ça, c'est que tout le temps, des gens vont venir traverser, des gens vont venir siéger, enfin, habiter chez des voisins, commettre leur forfait et s'en aller. Et comme on l'a dit, ce sont des problèmes qu'il faut prendre dans leur entièreté. Il faut adopter, disons, une solution holistique pour prendre tous les contours de la question. Si vous ripostez, c'est qu'on peut avoir même des pertes dans le rang de la population. Violence contre la violence, ce ne sera pas forcément la solution. Lorsque vous mettez l'homme au cœur de cela pour nourrir le renseignement,
pour essayer disons, de créer un lien de confiance entre la population et les forces de l'ordre, je pense que ça va mieux arranger la lutte. Je pense que nous le savons, que nous sommes dans un contexte de sécurité un peu tendu dans le nord du pays et que malgré le déploiement des forces de défense et de sécurité, notamment pour la cause de la menace aux terroristes, nous arrivons toujours à constater également quelques effets d'insécurité, surtout dans la vie de nos concitoyens. C'est fort déplorable et cela nous renvoie à l'exercice de ce qu'il faut davantage renforcer, n'est-ce pas, le système qui est mis en place, surtout dans ces grandes villes au niveau du Nord, pour anticiper sur ces menaces-là. C'est vrai qu'on n'est pas en train de parler directement d'une attaque terroriste, mais l'acte qui porte atteinte à la vie d'un concitoyen est assez suffisant pour qu'on puisse s'en inquiéter, pour qu'on puisse véritablement essayer de voir là où nous avons encore des failles au niveau du dispositif sécuritaire et essayer rapidement de fermer les brèches et de sécuriser la vie de nos concitoyens. C'est vrai que, comme on dit, cela ne remet pas complètement en cause la détermination de nos forces de défense sur le terrain. Nous savons que chaque jour que Dieu fait, ils sont véritablement mobilisés. Avec les moyens qu'on a mis à leur disposition aujourd'hui, ils sont plus aguerris à faire face à toutes sortes de menaces. Mais il y a toujours, n'est-ce pas, des fissures qui sont constatées et qui font que, d'une façon ou d'une autre, des personnes mal intentionnées arrivent toujours à poser des actes qu'il faut véritablement condamner. J'ai l'impression aussi que peut-être les brigades civiles qu'on a supprimées, les regroupements de jeunes et autres au sein des villages qu'on a dû interdire, etc., nous font un petit manque par rapport à la surveillance et à l'anticipation et le risque. Oui, on peut dire que effectivement ça a vraiment joué. Ça a joué en ce sens que effectivement dans la période où on les avait installés, d'une certaine manière, ce sont des jeunes qui sont souvent proches des populations. Et il n'y a pas que des jeunes dans ces regroupements. Ils sont parfois coiffés par des aînés du quartier, les chefs de quartier, les chefs de village et consorts. Donc, ils maîtrisent plus ou moins ceux qui circulent. Ils connaissent les autochtones. Ils connaissent ceux qui sont habitués des environs. Donc, quand un étranger s'y amène, directement, ça leur met la puce à l'oreille. Et rapidement, ils prennent des dispositions pour savoir. Cet étranger, il habite où? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir qui. Et de fil à aiguille, on arrive à tracer le lien entre cet étranger et tous ceux qui sont dans la zone. Je pense qu'effectivement, cette brigade civile a donné un peu de sécurité, mais dans le même temps, pourquoi est-ce que cette brigade de sécurité a été, d'une certaine manière, supprimée? Des jeunes, toujours parmi cette brigade-là, des jeunes ont commencé par, d'une certaine manière, rançonner les civils qui rentraient chez eux les soirs. C'est arrivé dans certains quartiers. Et parfois, ils vont jusqu'à créer des coups de force d'une certaine manière pour pouvoir peut-être même, pas seulement rançonner, mais parfois attaquer certains citoyens. Et cette brigade qui devrait normalement servir de socle de sécurité ou de levier pour pouvoir accompagner la police républicaine, devient d'une certaine manière une sorte de milice encore au service du gangstérisme. Donc, à un moment donné, ça a commencé vraiment par inquiéter. Est-ce qu'il fallait continuer avec cette milice qu'on n'arrivait pas toujours à maîtriser, mais où créer carrément supprimé. Donc, il y avait ce problème qui se passait. C'est vrai que ça a son bon côté, mais il fallait quand même trouver le bon moyen, la bonne formule, la bonne intelligence pour pouvoir maîtriser, quadriller cette milice-là, afin qu'elle soit d'une certaine manière source de renseignement. Parce que c'est ça, justement, le plus important. Parce que la milice est à connotation négative. Oui, William, avis sur ces brigades civiles. Avant de donner rapidement mon avis sur ces brigades, j'aimerais rappeler que deux grands groupes en matière de terrorisme dans le monde sont chez nos voisins et rivalisent un peu d'ardeur sur nos territoires, notamment dans les zones rouges sur les cartes. On a par exemple l'État islamique au Grand Sahara qui intervient
et qui a été reconnu selon des études, des recherches faites sur place, et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc, quand vous voyez des attaques d'écoles et de commissariats, c'est normal, ce sont les symboles de l'État. Je paraphrase un universitaire dont j'aime beaucoup les ironies, qui dit souvent que lui, il est agent de l'État, mais il n'a jamais vu l'État dont il s'agit. L'État n'existe que par ses symboles. L'État, il existe quand vous voyez le directeur d'école dans votre localité, vous voyez l'hôpital à côté, vous voyez le policier à l'angle de rue. L'État existe par ses symboles et les symboles de la manifestation de sa puissance publique et des services d'utilité publique qu'il se met à donner. Donc, quand on veut affronter l'État, on affronte que ces symboles, et raison pour laquelle on affronte les commissariats et les écoles, comme nous le constatons. J'ai cru que c'était une crise alimentaire et nutritionnelle qui les amenait à dévaliser les pauvres écoles et leurs magasins. Pas pour autant, pas pour autant. Surtout quand je voudrais faire cette analyse de haut de ce phénomène sécuritaire. Ces causes pourraient être sous-jacentes ou secondaires ou accessoires, mais la principale cause, c'est que nous avons des groupes qui éprouvent notre tranquillité et qui ont pour mission de fragiliser l'État. Maintenant, sur la question des brigades civiles, vous savez, moi, la différence entre les milices et les brigades civiles, pour moi, c'est le port d'armes. Hein. C'est la crainte que les populations auront peut-être de se voir tirer, parce que je présume que ces brigades civiles ne portent pas des armes sur elles-mêmes. Mais vous savez, moi, l'histoire du monde ne m'encourage pas à analyser positivement ce genre d'initiative. Vous savez, l'un des États les plus faillis au monde aujourd'hui, Haïti, c'est à travers des initiatives comme ça, les tontons Macoute sous l'ère Duvalier, les chimères sous Aristide, ce sont des choses comme ça qui aujourd'hui font du gangstérisme la norme. C'est vrai que les puissances d'ailleurs aussi en ont profité, mais ce sont des choses pour lesquelles moi je n'adhère pas toujours. À côté, notre voisin du nord-ouest, le Burkina, qui appelle les volontaires de la patrie à aider contre le terrorisme. Ce sont ces choses qui se retournent contre les États. Regardez dans l'est de la RDC aujourd'hui. C'est vrai que les brigades civiles chez nous n'ont pas des armes, mais la limite ou la frontière n'est pas forcément très étanche. Moi, je pense plutôt à ces programmes qui existent aujourd'hui de coproduction de la sécurité par tous et surtout de renforcement des capacités. Je crois beaucoup plus en une armée forte, disposant de moyens, disposant de techniques. Tout le monde y croit. Ce qu'on veut, ce qu'on propose. Je suis beaucoup plus focalisé que ça, que des idées tendant à donner plus de responsabilités aux civils. Si tout le monde participe de la sécurité de tous en y étant formé, et que les forces de l'ordre ont le moyen, à la moindre alerte, de riposter, d'intervenir, je pense que notre sécurité est davantage garantie que tout autre scénario. C'est vrai que dans ce débat-là, on va trop vite en besoin parfois en parlant d'actes terroristes. Les forces de l'ordre ou le haut commandement militaire pêchent parfois en ne communiquant pas sur... pas parfois, c'est tout le temps. Voilà, tout le temps d'ailleurs, en ne communiquant pas sur ces actes-là qui se produisent. Lorsque vous voyez, par exemple, une école qui est incendiée, c'est quel type de violence? Parce qu'on nous dit souvent... On ne réagit pas. On ne réagit pas et on ne donne pas l'information. On n'a aucune information officielle, en tout cas, sur les attaques concernant ces différentes écoles. Ce qui est intervenu en Garadebou, par exemple. On n'a aucune information, en tout cas officielle. Ça doit alimenter les supputations. Les supputations. On dit que c'est des individus non encore identifiés. Et vous savez, dans les pays où il y a des actes terroristes, c'est qu'il y a des clans, des courants qui revendiquent, qui disent c'est nous qui avons frappé parce que nous revendiquons, nous faisons ci, nous faisons ça. Pour ces actes, on n'a pas souvent. Donc, parfois, on les assimile à des groupes de personnes, de malfaiteurs, des brigands. Donc, il faudra qu'on puisse éclairer la lanterne de la population sur le caractère de ces actes de violence que nous avons. Est-ce que c'est vraiment des terroristes? Est-ce que c'est des actes et passent comme ça pour des gens qui veulent régler des comptes ou bien qui revendiquent quelque chose? Ça, si nous n'avons pas l'information, ça ira dans tous les sens et ça n'arrange pas la vie. Sur l'initiative des brigades civiles, c'est vrai que ça a montré un peu son efficacité, mais en même temps ses limites. Et je pense que c'est à ce niveau que le problème se pose véritablement. À un moment donné, on n'arrivait plus à contrôler les individus qui constituaient ce groupe pour vraiment assurer une sécurité rapprochée des populations. On avait commencé par noter quelques déviances, parce que ces mêmes personnes devenaient en même temps
comment on dit, se prenaient en même temps pour des forces de défense et de sécurité et voilà, faisaient plus de pression et devenaient une menace pour la population locale. Et je pense qu'il fallait certainement mettre un peu de l'ordre ou complètement arrêter ça pour ne pas que cela dégénère. Vous savez ce que le port d'armes et l'usage d'armes crée aux États-Unis, parce que selon le principe de ce que chaque citoyen américain doit assurer sa sécurité, la sécurité de sa famille, on peut descendre dans une école, un jeune qui a pris des produits et fusille tout le monde. Enfin, nous voyons ça à longueur de journée aux États-Unis. Je pense qu'il fallait véritablement mettre fin à ça pour davantage sécuriser la vie de nos populations. Mais cela n'exclut pas que la sécurité des uns et des autres est vraiment de la responsabilité de nos forces de défense et de sécurité. Et nous savons qu'ils essaient véritablement de faire un travail. La coproduction qui est souhaitée, il faut davantage sensibiliser nos concitoyens à l'effet d'informer justement le chef quartier, les autorités locales, le commissaire et également de ce que nous voyons, que nous observons et qui ne tient pas du tout d'une logique dans notre environnement. Et cela peut davantage aider nos forces de défense vraiment à mieux agir. Alors, moi, je voudrais changer de sujet avant de changer d'axe sur la question des brigades civiles. Vous savez, Parakou fait une belle expérience en la matière quand l'honorable Charles Tokor, alors maire, était encore aux commandes, où il avait véritablement, organisé ces jeunes-là qui assuraient la sécurité dans les quartiers, à certains carrefours. Mais il s'est proposé à un moment donné, il s'est posé un problème où il y avait un chevauchement entre le rôle de la police qui assurait elle-même la sécurité à travers les patrouilles diurnes et nocturnes et le rôle de ces brigades civiles. Ensuite, l'autre problème qui s'est posé, c'est le problème de moyens. Parce que la commune n'avait pas véritablement les moyens de pouvoir doter ces jeunes-là en matériel. Le peu que le maire a pu faire en invitant même les cadres de la localité à mettre la main à la pâte, en invitant les populations à les aider lorsqu'ils les trouvent en train de travailler. Bon, ça avait baissé sensiblement l'insécurité à Parakou. Mais le problème de moyens s'était posé et puis le cadre légal dans lequel les jeunes devraient travailler. Parce que là, il faut les protéger également. Lorsque vous prenez un voleur dans la nuit, quelles sont les preuves que vous avez que c'est véritablement un voleur? Quelqu'un qui traîne par exemple la moto sur une longue distance, vous l'appelez, vous dites, mais les pièces de la moto sont où? Il est dans l'incapacité de vous présenter ces pièces-là. Il le confie à la police qui garde la personne pour les besoins d'enquête. Donc, vous voyez, il y a eu ces petits problèmes-là qui s'étaient... Ça ne se passait pas comme ça. D'abord, la personne se fait tabasser avant de répondre aux questions. Non, pas tout le temps, pas tout le temps. Lorsqu'on vous arrêtez, vous prenez la poudre d'escampette, vous voyez... En fait, il se posait effectivement un problème de moyens et de formation. Parce qu'effectivement, ce sont souvent des jeunes qu'on prend comme ça, parce qu'on estime que c'est des jeunes qui circulent de façon volontaire et qui sont là et qui maîtrisent pratiquement tout ce que... Et en plus, l'autre aspect de sélection parmi ces jeunes-là, c'est que souvent, on regarde parmi ces jeunes-là ceux qui sont un peu téméraires, à la limite, excusez le mot, un peu téméraires, qui sont capables de ramener les autres à l'ordre, de les rappeler à l'ordre, d'une certaine manière de jouer à l'ordre, d'une certaine manière, et veiller la nuit. Et quand de veiller avec du café fort, justement. Oui. Maintenant, quand le café devient trop fort, ce sont les populations qui en pâtissent. En fait, vous savez, nous, on avait un groupe comme ça, en fait, au quartier à Parakou, c'est le quartier Titirou, parce que à un moment donné dans ce quartier, c'était vraiment réputé être un quartier où on hébergeait beaucoup en griffe. Voilà, donc il fallait vraiment prendre la mesure de la situation. Donc un groupe avait été constitué pour ça. Et donc, après la suite, c'est des histoires qu'on ne peut plus gérer. Oui, le sage du quartier s'était mobilisé pour trouver une solution. Mais vous savez, quand vous confiez cette responsabilité à des jeunes, à un moment donné, ça leur prend la tête. Ouais. Ils se considèrent comme des jeunes forts du quartier, voilà, et donc ils vous empêchent d'aller voir vos copines, ils vestent dans l'abus parfois. Peut-être vous êtes de retour. Quand vous devenez rivaux, ils vous surveillent partout, même devant votre maison, et vous êtes interdit de sortir parce que vous avez cette expérience. Non, je partage. L'expérience d'Éric, je partage l'expérience d'Éric. Allez, on va changer de sujet, les gars. Le temps est même parti.
cela vous J'ai vécu une intéressait. expérience personnelle. Hier, vous aviez fait l'amour quand on en avait parlé. Oui. Non, j'ai vécu une expérience oui. personnelle par rapport à cette histoire de brigade civile et qui m'a vraiment inquiété. J'ai quitté le service un jour aux environs de 2 h du matin après avoir travaillé et je rentrais chez moi, j'ai senti qu'il y a une moto qui me filait. Effectivement, je l'ai remarqué. Bon, quand je commence pas à accélérer, la moto accélère, je ralentis, la moto aussi ralentit. Donc, j'ai l'impression souvent que je ralentis là où il y a la lumière. Et à un moment donné, quand je suis rentré dans le quartier, je vais nommer précisément Dakumbi, dans la période là, et j'étais rentré dans le quartier, j'ai vu effectivement les jeunes de la brigade, je ne les connaissais pas. Je me suis arrêté et en même temps, je leur ai dit, écoutez, j'ai senti qu'il y a une moto qui me suit. Ils m'ont dit, non, grand frère, ne vous inquiétez pas, on vous connaît, allez-y seulement. Bon, pour moi, je me suis dit, bon, je me suis débarrassé de la moto, je ne sais pas qui est derrière moi. Je suis rentré chez moi. Et dites-vous que la maison est à plus de 500 mètres du barrage. Moins d'une heure après, ils sont venus taper à ma porte, précisément à ma porte, en me disant, tonton, on l'a arrêté, effectivement, c'est un voleur, l'autre a pris la fuite et tout ça. J'ai apprécié le geste, mais je me suis posé une seule question. Donc, ils connaissent avec précision où j'habite, la chambre dans laquelle j'habite, et c'est seulement... Ils vous ont dit qu'ils vous connaissent. C'est là où je vous ai En plus, vous êtes une star de télé. Non, en soi, moi, justement, je n'aime même pas encore à Canal 3. Donc, figurez-vous que je me suis posé même pas plein de de Canal 3. questions. Non, écoutez, Allez, on va dire 2 mots rapidement sur le destin du stade. Et on va remettre le sujet de Diomaye Faye pour demain. Nous avons dépensé 13 milliards. On lui donne 24 heures de vie d'être président déjà. Oui, aujourd'hui, demain, on a besoin de suivre. On va voir ses premiers pas. Il aura géré le Sénégal pendant 24 heures. Au moins, on le verra à l'œuvre pour ses premiers pas. Alors, nous avons dépensé 13 milliards. Et à moins de 2 ans, l'infrastructure sur laquelle... En moins de 3 ans. En moins de 3 ans. Déjà 2 ans. Déjà 2 ans? Oui. Ah, tiens. Bon, ok, d'accord. À moins de 3 ans... 13 milliards. Pourquoi vous riez? Oui, hein. D'accord. Eric? Non, je pense que c'est préoccupant parce que ça dépasse l'entendement. Quand un citoyen apprend que le stade qu'il aime le plus au Bénin a été déclassifié, n'est-ce pas? Or, on a dépensé ce budget pour la reconstruction, ça pose un problème. Et c'est vrai que moi j'attends qu'on explique véritablement là où le problème se situe. Et quand j'ai écouté le conseil spécial au ministère des Sports sur le sujet, c'est l'entretien qui a manqué après la réflexion. Parce que on parle par exemple du gazon. Nous savons que c'est du gazon vert, si ce n'est pas du synthétique. Et donc, quand même on a fait l'acquisition de ces gazons pour l'installation, il fallait aussi assurer vraiment l'entretien, certainement selon un agenda, de façon quotidienne, de façon hebdomadaire. Je pense que ce suivi a manqué. Et vous savez, la CAF, c'est une grande organisation. Quand on observe un peu les stades, ça fait partie des éléments, n'est-ce pas, d'appréciation. Et bien d'autres détails également, les sièges, la cabine de presse et puis tout ça. Donc je pense que c'est des défauts qu'on a identifiés et qu'on a estimé que nos stades ne répondaient plus véritablement aux normes. Il fallait donc disqualifier cela et cela nous met en difficulté. Le même conseiller il faisait savoir également que actuellement au niveau du ministère on est en train de travailler pour essayer de revoir ces observations faites par la CAF et d'entreprendre la démarche d'une nouvelle homologation. C'est préoccupant, il faut avoir le courage de le dire, c'est vraiment préoccupant parce que dépenser autant d'argent et constater qu'on est dans le baba, il faut avoir le courage de dire que aujourd'hui, quand de pareilles situations s'imposent, il faut identifier les responsables. Il faut qu'on le dise, il faut identifier les responsables parce que si on a dépensé de l'argent, c'est pour avoir un résultat. Et si le résultat n'est pas au bout de l'effort ou du sacrifice consenti, c'est qu'il faut identifier là où le bas blesse. Aujourd'hui, le mal est déjà fait. Et c'est le Bénin qui en sort perdant. Il y a des matchs en juin
que nous allons bientôt perdre, parce que nous ne pourrons pas les jouer sur nos installations. Et c'est le Bénin qui est perdant. Parce que imaginez un peu déjà ce que cela peut créer comme engrangement financier et autres, tout ça. Donc, nous perdons d'une certaine manière. Et l'autre aspect encore, c'est que quand est-ce qu'on se pose la question, quand est-ce que les choses vont revenir à la normale? Parce que c'est le seul stade au Bénin qui soit homologué par la FIFA. Le seul. Et que ce seul stade soit déclassé, il y a matière à réfléchir. Non, c'est un manque de rigueur à décrier avec la dernière rigueur. Sous une ère où on prône rigueur et beaucoup de gestion soi-disant transparente et très claire. Parce que autant de deniers publics dans une infrastructure de cette envergure, et moins de 3 ans après, on se voit... Ne me dites pas que les règles de la FIFA ont évolué en matière de normes de vestiaire ou de normes de tribune presse ou de normes de gradins en quelques temps, en moins de 2 ans. Je sais que les normes sont très évolutives, les règles sont très actualisées, mais ne me dites pas qu'en moins de 3 ans, que les règles ont évolué à ce point, au point où on nous a... on trouve aujourd'hui trop exigu le cadre dans lequel nous mettons les joueurs, et n'oublions pas le contexte. Tout est parti de ce match de mi-juin 2023. 2023. Les éliminatoires de la CAN 2023 avec le Sénégal ici, où sur une question sécuritaire déjà, nous avons échoué. On a eu 2 morts à la suite, justement, on a eu 2 morts sous nos bras, et on a parlé de deux mesures, même parce qu'on a parlé d'enquête administrative et d'enquête judiciaire. Aucune des deux n'est arrivée avant le départ de Omeki, peut-être l'arrivée de Dato. La justice a un rythme et prend son... Bon, en attendant le rythme, les Sénégalais se sont sérieusement plaints. En attendant le rythme, en attendant votre accélération ou votre décélération, les Sénégalais se sont sérieusement plaints de l'état de la pelouse, de l'état des vestiaires, bref. Tout ça aujourd'hui a compté. En octobre dernier, l'alerte venait déjà de la FIFA Presse. La FBF a semblé relayer ça. Aujourd'hui, c'est confirmé. Je ne sais même pas pourquoi on a fait un secret de polichinelle et finalement, avant de le démentir. Moi, je pense qu'il faut un peu plus de rigueur et de sérieux, parce que tout se voit là en termes de suivi. Si nous avons eu une finale Coupe CAF sur cette pelouse, si des gens l'ont utilisé pour jouer à domicile des pays sérieux comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso, cela voudra dire qu'au moment où c'était homologué, ça répondait réellement. Si il y a eu cette chute libre en si peu de temps, c'est qu'il y a eu un manque de rigueur entre le concessionnaire délégué ou le gestionnaire délégué CNSS, qui aussi est État béninois, et le gouvernement qui en a la responsabilité, lui aussi, une bonne partie de l'État béninois. Entre tous États-là, composants de l'État-là, ils doivent s'entendre et nous dire qui a fauté, à quel moment donné, et surtout, comment est-ce qu'on s'arrange? Est-ce qu'avant les éliminatoires du mondial, en juin prochain, on aura à jouer à domicile à Cotonou, ou est-ce qu'à court de je ne sais combien on doit déplacer et équipe et staff et supporters béninois, connaissant le coût de ce que c'est, pour aller jouer ailleurs, alors qu'on a dit que le cap c'est le mondial, parce qu'on n'a pas pu aller à la CAN. Maintenant l'objectif c'est le mondial? Point d'interrogation. Je peux comprendre pourquoi le Bénin, lorsqu'on parle de compétition mondiale, sous-régionale et tout ça, nous allons et nous cassons la figure, nous revenons chaque fois à domicile. C'est quoi le lien avec le stade? Oui, parce que si les infrastructures qui doivent servir à nous entraîner, à nous mettre aux normes, les infrastructures qui doivent permettre de rouler le ballon, si ces infrastructures ne sont pas gérées avec rigueur, c'est que ça a un lien avec les résultats que nous produisons dans le domaine. Et moi, lorsque je vois la volonté politique affichée, où on a envie de changer les choses au niveau de football, et que les responsables, ceux à qui on a confié la gestion de ces infrastructures, en viennent à mal gérer au point de nous amener à ce stade-là, au point de nous amener à être déclassés. Lorsqu'on parle du stade général Mathieu Kérékou, on n'en a plus un autre de cette norme-là. Et donc moi je pense que, comme l'a dit William et comme l'ont dit Eric et puis Ulrich, il faut situer les responsabilités. Qu'est-ce qui a pu se passer? Dans un pays sérieux, lorsque ça se passe comme ça, on situe les responsabilités et on dit qui a fauté pour qu'on en arrive là. Parce que ce n'est pas bien normal. À un moment T de l'histoire, c'est que on a reconnu, on a homologué le stade. C'est pas qu'on a mal fait, on a respecté les normes. Mais dans la gestion, on a mis de la légèreté
Et voilà où nous en sommes. Donc, il faut situer les responsabilités. On ne doit pas laisser cela et dire on a été déclassé, ou on donne des explications à point fini. Donc, moi, aujourd'hui, il faut situer les responsabilités. Et si possible... 13 milliards, je ne sais pas pour combien d'infrastructures au Bénin vous connaissez le montant. Si vous criez trop le montant, pour les rares infrastructures dont vous connaissez les coûts, vous risquez de le connaître finalement. Même si c'est un franc du contribuable, ça doit préoccuper et ça peut même révolter. Parce que pendant ce temps, nous avons des salles de classe qui sont adéquates. Moi, j'ai vu des images de salles de classe, par exemple, à Demsourou, quelque part, à Wake ou dans la Donga. Vous allez trop loin, même dans le mono. Dans le mono, où des enfants sont là, où le mur tombe, blesse des enfants, on les amène à l'hôpital, des enfants qui vont en soins intensifs. Pendant ce temps, on dépense 13 milliards dans le football, on met 13 milliards dans un stade, on gère mal, et on dit on est déclassé, et l'information passe, on ne nous dit pas qui est responsable. Non, c'est trop facile. Moi, je pense que c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable. Et même dans ce besoin de responsabiliser, il nous faut savoir, aujourd'hui, la gestion du stade incombe à quelle structure? Nous savons qu'il y a une direction des stades. Est-ce que c'est toujours la direction du stade? Nous savons également qu'il n'y a que le stade a été confié à un club sportif qui généralement vient faire son entraînement. Parce que le problème qui se pose en termes de suivi justement et d'entretien, il faut pouvoir trouver une structure. Est-ce que c'est la société qu'on a créée qui s'occupe des infrastructures de l'État? Et donc, est-ce que c'est le ministère des Sports qui doit pouvoir décaisser des fonds pour que le stade soit entretenu comme cela se doit, pour que cela soit toujours au jour? Et donc, il n'y a que au niveau, de façon structurelle, on ne sait véritablement pas. Enfin, à qui revient l'entretien, le suivi? Et vous savez, le plus triste dedans, c'est que toutes vos questions ne trouveront personne pour des réponses. Bon, aujourd'hui, on est avec tous nos efforts de recherche. Oui, on est sous une ère où on a des questions, mais on n'a personne, aucune personne aux ressources pour venir. C'est certainement que le porte-parole du gouvernement. On va passer un coup de fil à la on verra, mais aussi nous du sport. Et j'allais ajouter sur la liste des structures, et j'allais ajouter la FBF. Nous entretenons une hypocrisie collective. Vous allez voir le jour, en Conseil des ministres, on va citer des noms, et commencer par dire, on les met en examen. On va crier le nom de Talon sur tous les toits et dire il veut encore emprisonner des innocents. Il veut emprisonner des pères de famille. Et sur la liste des structures, j'allais ajouter la Fédération de football. Justement, peut-être avec qui on peut peut-être se tourner pour... En tout cas, je vais mettre la journée à profit, voir si quelqu'un va s'intéresser. La fédération, ce n'est pas le stade. Le stade du Bénin, c'est d'abord l'État béninois. C'est le ministère des Sports d'abord. Mais je me suis aussi posé toujours une question. Pourquoi ce choix d'investir 13 milliards là pour rénover une infrastructure? Est-ce que 13 milliards ne suffirait pas pour peut-être construire un autre stade ailleurs? Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver autre moyen? Vous avez vu les coûts des stades moi, je ne sais pas. À Abidjan et aux alentours. Un stade, c'est pas... Aujourd'hui, un stade aux normes, ce n'est pas 13 milliards. C'est beaucoup plus coûteux. Et quand on est pour la mémoire de ce que... Ça veut dire que plus jamais on construira de stade au Bénin, c'est ça. Ce n'est pas ça, mais, oui, mais on a gagné à sauvegarder l'acquis. On a eu l'avantage de sauvegarder l'acquis de ce que le stade de l'Amitié représente pour ce pays. Et d'une manière ou d'une autre, l'âme ne disparaîtra pas, l'âme de ce stade. Et surtout, ce contexte amène davantage à tenir rigueur, à maintenir ce stade aux normes pendant des années, sinon à ne laisser le stade se déclasser, à ne plus jamais laisser le stade se déclasser, parce que là, ça commence par engranger beaucoup de devises des Béninois. Oui. Je vous souhaite passer une très bonne journée. Demain, on va se voir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Vous suivrez juste après moi la revue de presse. Bonne journée.